Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour transmettre et comprendre. Transmettre, comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des data, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune au singulier.fm, sur la bande FM à Paris, sur le 93.1 et sur le DAB+, et en podcast sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous, à lui donner plein de likes, plein d'étoiles si vous l'appréciez. C'est notre seule récompense. Il est de retour. Et son absence m'a fait réaliser à quel point il est essentiel à cette émission, avant, pendant et après. Merci Jérôme Sorel de réaliser cette émission. Merci aussi à Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, pour nous donner cette opportunité de vous parler de data et d'IA. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de tester pour la première fois ou de revenir nous écouter, c'est sympa. Cette semaine, c'est assez marrant. Plusieurs sources, articles, vidéos, podcasts, bien entendu consacrés à l'IA, chacun sa monomanie, nous ont parlé d'une vieille histoire de l'IA, une histoire de chatbot, du chatbot Elisa. Elisa, créé en 1964 et 66 par un professeur du MIT, Joseph Weizenbaum, et ce IA avait une originalité particulière, il simulait un psychothérapeute rogérien. Celui-ci ne fait que reformuler les affirmations du patient. C'est sa seule fonction. Et avec ce simple comportement, le chercheur a constaté que les utilisateurs pensaient qu'Elisa était dotée d'intelligence et de sensibilité émotionnelle. On a d'ailleurs appelé effet Elisa cette capacité que les humains ont à donner aux machines une compréhension et une empathie qu'ils n'ont pas. Dans le même registre, quand dernièrement Replica, la société qui propose des compagnons virtuels, a décidé de protéger ses clients de ces avatars IA de compagnie, et qui ne pouvaient plus du coup configurer l'avatar comme étant un boyfriend ou une girlfriend, ils ont reçu des messages désespérés de leurs clients, totalement déprimés, totalement perdus, parce qu'ils n'avaient plus leur interaction amoureuse avec leurs compagnons virtuels. Tout ceci nous interroge sur nos liens à la machine, sur la tendance humaine à l'anthropomorphisme, sur tout ce qui nous entoure, la nature, les animaux, désormais les machines qui simulent de mieux en mieux leur humanité. C'est une vaste question et c'est notre question du jour. Car plusieurs grands spécialistes de l'IA ont voulu innover et nous parler de ces sujets, de nous faire réfléchir, et ils ont abandonné quelques instants leurs conférences, leurs masterclass, leurs cours en amphi, pour écrire une pièce de théâtre. Elle s'intitule « Qui a hacké Garoudia ?» Et elle se joue bientôt à Paris et dans toute la France. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir la metteuse en scène et comédienne Lisa Bressner et l'un des auteurs, Serge Abitboul. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour, merci. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio pour nous parler de cette pièce de théâtre où le personnage principal est une IA. Alors, parlez-moi d'IA. Serge Abitboul, qui êtes-vous et qui sont vos deux co-auteurs et pourquoi une pièce de théâtre sur l'IA ? Alors, je suis chercheur en informatique. J'ai fait de la recherche en informatique toute ma vie et enseignant, chercheur, et c'est la même chose, la même chose pour Gilles Dovec et pour Laurence de Villers. Donc on est trois amis et puis un jour on s'est dit qu'on avait envie de parler d'IA autrement. Donc on a l'habitude de raconter un peu ce qu'on fait, notre recherche, d'essayer de raconter ça à des gens qui ne sont pas des spécialistes aussi. Mais on s'est dit que de le faire de façon plus légère avec une pièce de théâtre, c'était peut-être plus agréable pour nous. Ça nous sortait de nos sentiers battus et ça nous amusait d'une certaine façon. Et on a cherché à amuser, on n'a pas essayé de faire un truc prise de tête. Je vous le confirme, on s'amuse beaucoup. Moi je l'ai lu la pièce. Lisa, est-ce que vous pouvez essayer de nous pitcher cette pièce pour nous expliquer le contexte, la manière d'aborder la pièce ? Bien sûr, la pièce commence chez une vieille dame, très célèbre, une riche autrice à succès, qui a un chatbot de compagnie, un chatbot très efficace, très adapté, très personnalisé, qui lui apprend un jour qu'elle a Alzheimer. Donc on la voit progressivement perdre un petit peu la tête et se raccrocher à ce chatbot et lui demander de conserver sa mémoire. Seulement, ce chatbot, Garou,
de son nom à ce moment-là, ne peut pas conserver la mémoire d'une humaine après être passée à un autre humain. C'est interdit par les lois de la robotique imaginées dans cette pièce. Ça pose des problèmes éthiques, bien sûr, après la mort, la question du deuil, tout ça. Et donc, elle lui dit non, je ne peux pas. Mais peut-être que si Garou est hackée, elle pourra conserver cette mémoire. Et on se rend compte effectivement que quand Garou va passer à d'autres propriétaires, elle aura peut-être été hackée pour pouvoir garder cette mémoire spécifique, ce qui va la rendre un petit peu particulière, lui construire une identité spécifique. Et au milieu de tout ça, il y a un meurtre, et on mène l'enquête avec les protagonistes. Et effectivement, puisque le propriétaire suivant de Garou sera tué. Donc tout cela amène une commissaire sur l'enquête, et puis on va vite se rendre compte que le chatbot est un peu particulier par rapport aux autres chatbots, que peut-être il ne respecte pas toutes les lois de la robotique, qu'il a quelques capacités un peu particulières. Bon, cette pièce, encore une fois, moi je l'ai lue, je ne l'ai pas vue, mais elle est très drôle. C'est aussi une bonne occasion pour réviser sa culture geek, Serge. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire le point sur les 2-3 notions qu'il faut avoir en tête pour voir la pièce, et puis pour se libérer de ces éléments geeks. J'ai noté, donc vous venez de l'évoquer, les lois de la robotique, et puis on parlera du reste après, mais déjà c'est quoi les lois de la robotique, Serge Abitboul ? Alors, les lois de la robotique, c'est quelque chose d'encore assez imprécis. Ça vient d'Asimov, d'un écrivain de science-fiction. C'est l'idée qu'à partir du moment où vous mettez dans l'espace public ces êtres extrêmement puissants qui peuvent avoir un impact dans la vie quotidienne et sur des choses importantes, il va leur falloir des règles éthiques, il va leur falloir des règles pour se comporter en société. Et donc, Asimov avait inventé des lois de la robotique qui seraient un peu des obligations pour ces robots. Alors, nous, par exemple, on parle d'une loi on rajoute une loi un petit peu baroque possible, c'est que si son propriétaire veut un whisky, même si le médecin l'interdit, il faut quand même qu'il lui apporte un whisky. Et c'est des genres de questions. Qu'est-ce que vous voulez autoriser ou interdire à ces machines ? C'est des choses qui se posent aujourd'hui. Et si vous regardez, il y a beaucoup de réflexions en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, sur qu'est-ce qu'on va mettre comme règle à l'intelligence artificielle. Asimov, c'était essentiellement des règles de précaution vis-à-vis de l'intégrité de l'humain qui côtoie la machine, si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne, il y avait des règles qui ne devaient pas faire quelque chose qui nuisait à la société, puis ensuite qu'il ne devait pas faire quelque chose qui nuisait à son humain, et ensuite qu'il ne devait pas faire quelque chose qui se nuisait à lui-même. Donc voilà, mais c'était une espèce de hiérarchie. D'abord la société, puis la personne, puis le robot. Avec des contradictions entre les règles, parfois, ce qu'explore Asimov, j'ai l'impression, c'est justement toutes les zones limites où finalement ça fait bugger les machines que d'avoir ces lois. Et parfois elles rentrent en contradiction les unes avec les autres. C'est une question absolument fondamentale pour la société actuelle, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme règle à ces machines. On le voit notamment quand on parle de voitures autonomes. À quel moment la voiture doit freiner, ne doit pas freiner dans des situations d'urgence ou de crise. C'est une règle de gestion qu'on va donner à la machine. Et donc, donc la pièce évoque ces éléments-là. Moi, j'ai d'ailleurs évoqué, j'aimerais bien savoir qui est des auteurs qui a fait ce coup pendable à Madame de Villiers. De Villers. De Villers, pardon, excusez-moi. De Villers. À propos de la 7e loi de Madame de Villers, qui est celle de simuler des émotions que tu ne pourras pas, sauf si l'humain avec lequel tu es le consent. On s'est beaucoup amusé à écrire cette pièce. Ça se sent. C'était un peu au moment du confinement, donc on avait envie de se lâcher, et puis on se faisait on pouvait se friter sur des choses absolument pas possibles, qui sont pareilles dans la pièce. Par exemple, on a eu des discussions homériques pour savoir s'il devait manger des penne à l'arrabbiata ou du couscous. Ah, et ça, c'est vachement important pour la pièce. C'est essentiel. On pourra le voir. Lisa, on se disait aussi que la pièce, elle va être jouée sur Paris, mais en fait, c'est déjà complet sur Paris. Oui, effectivement. Et du coup, également dans toute la France. Comment on fait pour retrouver la pièce dans toute la France ? Oui, on joue, là la prochaine date c'est donc à Agen le 11 novembre, ensuite on jouera à Nice le 7 et 8 décembre, on va jouer ensuite à Cannes en février, à Poitiers en juin, puis il y aura aussi d'autres dates à venir. Tout ça, ça se retrouve sur notre site internet, Atropos Compagnie, sur nos réseaux sociaux aussi, de la compagnie Atropos ou des réseaux de Kiak et Garoutia sur Instagram. Donc voilà, vous pourrez retrouver tous les liens de réservation au même endroit pour venir nous voir.
Et on pourra du coup vous revoir à Paris à un moment donné quand même? Ouais, bien sûr, c'est en cours. D'accord, très bien. Donc à suivre sur votre site. On revient un peu aux notions un peu geek de la pièce qu'il faut avoir. Vous jouez beaucoup avec le fameux 42. Est-ce que vous pouvez encore une fois nous expliquer ce que c'est que 42 dans la culture geek et comment c'est utilisé dans la pièce? Bon, alors, le 42 au départ, c'est dans un roman, c'est la réponse à toutes les questions. Et donc dans la pièce, quand le robot ne veut pas répondre, en fait, en gros, il y a quand même une espèce de discussion dans laquelle le propriétaire lui dit ordre non négociable. Donc vous n'avez t'as pas le droit de discuter, etc. Et le robot répond 42 parce qu'en gros, il y a une loi qui lui interdit de répondre. Et donc, il y a quand même cet équilibre entre le propriétaire peut tout, puisque c'est son robot, et puis en même temps, il y a des lois au-dessus du propriétaire, au-dessus du robot, qui interdisent au robot de répondre. Donc c'est le robot qui Ouais. choisit un peu in fine. Oui, Euh, alors c'est les lois Ouais. qu'on a données au robot. Mais il faudrait peut-être la pièce insiste beaucoup, et je tiens à le dire ici aussi, sur le fait que les bots actuels n'ont pas du tout les capacités de Garoutia dans la pièce. Enfin, Garoutia, c'est de la science-fiction. Aujourd'hui, les bots que vous trouvez dans le commerce, les bots même dans les labos de recherche, sont très loin de Garoutia. Mais ce qu'on a voulu aussi dire en parlant de science-fiction, c'est que quand vous entendez ou quand vous lisez il est impossible que les machines fassent un jour ça, ou c'est pas possible que les machines aient telle ou telle propriété. Dans la pièce, on insiste bien sur le fait que pour nous, c'est pas vrai. C'est-à-dire que un jour, on n'est pas futurologue, donc on va pas vous dire dans 20 ans, dans 50 ans, un jour, il y aura des bots, à notre avis, hein, encore une fois, on n'est pas sûr, mais on pense qu'il y aura des bots qui sauront raisonner, qui sauront interagir avec les humains comme le fait Garoutia dans la pièce, et qu'il faut se préparer à cette interaction. C'est un peu la leçon très modeste de la pièce, c'est arrêter de dire que les robots ne sont pas capables de faire ça. Ils seront capables de le faire un jour, ils ne sont pas aujourd'hui. Ils sont un peu cons aujourd'hui, il faut être honnête. Mais d'un autre côté, ils sont quand même très bluffants, ils sont quand même Ah oui. impressionnants dans la façon de parler, par exemple. Depuis effectivement l'émergence de ChatGPT, on voit bien qu'il y a quelque chose, dans le grand public en tout cas, qui peut le constater, que c'est... Absolument. Mais Bluffant. d'un autre côté, ils ne raisonnent pas, ils n'ont pas d'intelligence qu'on appelle l'intelligence générale. Ils se contentent d'imiter ce que des humains disent. Les prochaines générations de robots vont dépasser ce stade. Vous l'évoquez, l'intelligence générale, c'est cette capacité à raisonner tout seul, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et sur la pièce, du coup, quand on aborde ces sujets-là en tant que metteuse en scène, alors c'est peut-être pas aussi spécialiste, ça serait difficile que ces trois auteurs. En effet. On laissera les auditeurs aller voir effectivement les cursus de chacun d'entre vous. C'est assez impressionnant en termes d'expertise. Donc on sait que la pièce, du coup, ça s'appuie sur des choses, et vous venez de le rappeler, sur les potentiels. Et alors quand on met en scène ce type de pièce, comment on aborde ce sujet-là? Il y a un bot au milieu de la scène. Comment vous avez abordé cette mise en scène? Bien, c'est vrai que la première question, je pense, à se poser, c'est celle de la technologie sur scène, parce qu'aujourd'hui, on peut créer des pièces de théâtre avec de la technologie, avec des effets vidéo. En fait, le bot, ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être une voix, ça pourrait être une image dans un écran, un hologramme, où on aurait pu tester des choses différentes, et on est parti plus sur l'humain. Ce qui nous intéresse, c'était vraiment de mettre l'accent sur les rapports et d'avoir une comédienne qui fait cette performance, d'être sur scène tout du long, et de jouer ce bot, mais aussi ce bot qui évolue, parce que c'est en fait 3 personnages de bot bien distincts. Le premier est un personnage de bot mâle, les 2 autres sont des bots femelles, et c'est pas les mêmes personnages, et puis en même temps elle s'enrichit, elle devient de plus en plus réaliste. Donc c'était pour nous intéressant de travailler sur le corps et la présence physique de ce bot, qui normalement n'a pas vraiment une présence physique. Donc en fait elle est dans une cage qui suggère un petit peu l'espace dans lequel elle est diffusée, mais elle ne peut pas en sortir, elle ne peut pas avoir d'interaction physique avec les autres comédiens. Bon, bah, du coup, voilà, on a bien campé le système théâtral, on a bien mis en place la mise en scène. Je vous propose de faire une petite pause. On va rester dans la team Atropos. On fait une petite pause avec Johan Lerbe,
qui a composé la bande son de la pièce. Alors, on va pas écouter la bande son de la pièce, mais on va écouter une bande son qu'il a créée à l'occasion d'un superbe documentaire de vulgarisation scientifique intitulé Cell Words, le morceau Anomalie, et c'est sur le monde cellulaire avec des images au microscope électronique qui sont hallucinantes. On écoute Yann Lerbe. Johan Lerbe. Johan, excusez-moi, je vais arrêter de décorcher les noms aujourd'hui. Johan Lerbe. En plus, c'est un peu planant, donc on va se détendre. Merci Yoann Lerbe. On est tout planant là. On va aller voir le documentaire en ligne, parce qu'il est en ligne ce documentaire. Vous êtes toujours sur Cause Commune, en FM 93.1 à Paris. Toujours Parlez-moi d'IA. Toujours l'épisode qui donne envie d'aller voir Qui a hacké Garoudzia, une pièce de théâtre qui se joue bientôt, ou qui se rejouera bientôt à Paris et dans toute la France, avec Lisa Bretzner et Serge Abitboul. On a un peu campé les grandes notions de la pièce, sa mise en scène, et puis là maintenant on peut aborder un peu les grandes questions que la pièce aborde. Moi j'y ai vu quand même un questionnement autour de la mort aussi quand même, et du coup une compréhension de ce que peut être la mort d'une IA et la mort de l'humain. Comment vous avez abordé, alors, vous pour le texte et vous pour la mise en scène, justement, ces différents temps de vie et cette notion de mort, peut-être. Serge, peut-être en premier ? Alors, c'est sûr que c'est quand même un thème qui est très important dans la pièce, puisque la première propriétaire va mourir d'Alzheimer, il va y avoir une euthanasie, et le deuxième va se faire assassiner. Ce qui nous intéressait dans la mort, bien sûr, c'était le rapport entre le bot et les humains, mais c'était aussi la mémoire. Le fait que quand on meurt, sa mémoire disparaît. Et donc on essayait de faire un peu un parallèle entre la mémoire des humains qu'on veut maintenir, qu'on veut préserver, et donc le bot qui va vivre très longtemps pourrait préserver cette mémoire. D'une certaine façon, Internet préserve la mémoire des humains. Donc c'était cette idée-là que le numérique permettait de préserver la mémoire. Et puis il y avait aussi l'idée de comment de la mémoire du bot lui-même. C'est-à-dire qu'un bot, il fait tout son apprentissage, il apprend plein de choses, et puis ensuite il va vivre, et il va, pendant cette vie, continuer à apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'apprentissage en continu. Et la question, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on fait une remise à zéro de cette mémoire ? Et si on fait cette remise à zéro de la mémoire, eh bien, d'une certaine façon, on perd toute la richesse qui est accumulée, on perd toute l'expérience. Mais d'un autre côté, si on continue à garder cette mémoire, à l'empiler, etc., qu'est-ce que devient ce bot ? Il y a aussi une question sur le lien qu'il peut y avoir entre la mémoire et la liberté.
C'est-à-dire que votre liberté, vos choix, vos décisions, votre autonomie viennent de toute l'histoire. Votre vécu. Votre vécu. Et ça, c'est aussi un questionnement dans la pièce. En fait, ces machines nous exposent en permanence à notre propre humanité. C'est-à-dire que chaque fois qu'on pose une question sur un bot, ça nous pose la question sur comment nous-mêmes on réagit à ça. Tout à fait, et finalement l'identité de Garoussia, ce qui va créer son identité spéciale de bot, pour moi la lecture que j'en ai, c'est un petit peu la même chose que ce qui crée l'identité chez l'humain, finalement c'est la mémoire, c'est la somme de tout ce qu'on a vécu. C'est ça. C'est différentes étapes qu'elle a... Qu'elle accumule et qu'elle peut garder, qu'elle a ses spécificités qu'elle peut garder en elle, tous ces anciens propriétaires qui l'habitent. Et puis c'est vrai que du coup dans la mise en scène on a essayé de traduire ça, cette idée qu'elle conserve la mémoire des personnages avec finalement un fond de scène qui évoque cette accumulation des objets des anciens propriétaires qui restent. En fait, la botte est centrale sur scène. Devant, il y a l'espace des humains et derrière, il y a l'espace de la mémoire, si vous voulez, des zones de flashback et des zones d'accumulation des objets des anciens propriétaires. Et comme la cage est transparente, on voit à travers elle un petit peu les éléments de sa vie passée. On sent aussi quand même, à un moment donné, certaines pointes de tentation de supériorité de la machine par rapport à l'homme. J'ai un peu l'impression que de temps en temps, quand même, soit en aparté, soit directement avec ses interactions, la bot, l'IA, fait sentir à son interlocuteur qu'elle en a sous le pied, qu'elle est bien mieux dotée en intelligence que la personne avec laquelle elle s'adresse. C'était voulu, cette volonté un peu de challenger l'humain? Oui, c'était un peu ironique, parce qu'en même temps, on n'arrête pas de l'attaquer en disant que, par exemple, la résolution de l'énigme, c'est pas la botte qui le fait, c'est la commissaire de police, une vraie humaine, et elle fait bien remarquer que oui, c'est pas la botte qui a trouvé la solution. Donc, en même temps, il y a quand même une ironie sur la botte qui peut avoir tellement, qui peut se croire tellement supérieure, tellement intelligente. Alors, la botte, par contre, répond, vous les humains, vous croyez aussi très intelligent, vous croyez centre de l'humanité, du monde, et pourtant, vous avez bousillé la planète. Alors, donc, il y a quand même un peu un genre de match de ping-pong entre les deux. Il y a un peu le sentiment, ce sentiment de supériorité, finalement, il vient plus de l'homme qui a codé la machine que de la machine elle-même, non? Non, je pense que c'est juste un jeu entre l'humain et la machine, qui est un peu, on se moque un peu de cette question qui est est-ce que la machine est plus intelligente ou pas? C'est une question un peu sotte et on se moque de ça. Alors, en tant que comédienne, du coup, maintenant, ça vous a plongé, cette pièce vous a plongé dans l'univers de l'IA. Ouais. Vous avez découvert toutes ces possibilités. Vous avez sûrement suivi ce qui s'est passé aux USA avec la grève des scénaristes, en tant qu'artiste, en tant que comédienne. En tant que peut-être scénariste aussi potentiellement en tant qu'auteur, ça questionne quand même. Comment vous abordez cette question-là, la question des éléments artistiques et de l'apport ou du vol ou de l'IA par rapport à ça? Oui, c'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions dans le monde du théâtre aujourd'hui par rapport à l'IA, notamment dans le doublage, où ils ont un peu peur, les scénaristes aussi, même s'ils ont obtenu quand même des avancées importantes, donc ça montre qu'on peut faire des choses. Je pense qu'il faut légiférer, il faut encadrer. Et c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai un petit peu fait quelques essais avec ChatGPT parce que j'écrivais un roman et je lui ai demandé son avis sur des extraits et il m'a sorti un avis très très construit, vraiment quelque chose qui ressemble à des choses qu'on peut me dire, qu'un humain aurait pu me dire, qui sont assez classiques des défauts de ce que je peux faire. Donc on peut remplacer un éditeur en fait. Alors, après j'ai fait un second test et je lui ai demandé d'écrire la suite. Et là, j'ai lu quelque chose d'extrêmement attendu. Voilà, qui était dans l'ordre d'imitation, comme disait Serge, de ce qu'on peut trouver, une espèce de machine à synthèse de toutes les choses les plus attendues qu'on peut trouver sur ce sujet-là. Et je me suis dit qu'on n'était pas encore dans l'apport, la création, l'originalité. Et c'est vrai que la pièce, elle est, la manière dont on l'a montée, elle est 100% bio. Elle est sans machine, sans technique, sans IA. Et on a essayé de montrer l'affrontement de ces deux mondes avec finalement le plateau de théâtre qui est quand même le milieu le plus bio, naturel qu'on puisse trouver, avec cette présence physique, le rapport au réel, tout ça. Donc voilà, c'est vrai que ça nous pose des questions et qu'il faudra peut-être s'en servir comme d'outils tout en connaissant leurs limites. Et je pense que aujourd'hui les artistes ont peur à juste titre parce qu'il faudra légiférer, il faudra encadrer. Mais je pense qu'on continuera à privilégier le rapport à l'humain vrai. Donc si je vous propose une IA qui est capable d'analyser un texte de théâtre pour vous,
auquel on vous demande de créer une mise en scène et qu'il y a plein de solutions scéniques à vous proposer. Est-ce que vous l'essayez ou pas? Bonne question. Ça peut être un outil. Honnêtement, je pense que ça peut faire gagner du temps. Après, il faut le voir comme un outil, c'est pas la réponse à tout. C'est-à-dire que ça peut ouvrir des portes, mais ça va pas pour autant nous donner la solution. Très bien. Et du coup, donc, on peut considérer que le spectacle vivant est encore à l'abri de l'IA pendant un petit moment. On espère. Ah oui, carrément, c'est donc de l'espérance. On va tout faire pour. Autre notion, Serge, qui est abordée dans cette pièce, c'est la fameuse notion de la conscience, finalement. C'est qu'à un moment donné, la machine doit-elle, peut-elle avoir conscience d'elle-même et du coup, comment vous abordez cette question-là dans la pièce? Comment vous y avez réfléchi à trois? C'est vraiment, on touche aux questions qu'on pose dans la pièce et on ne donne pas de réponse, hein. On propose des pistes et on n'a pas forcément tous les trois d'ailleurs les mêmes points de vue. Il faut se dégager de ça. On n'était pas d'accord sur tout. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt mon point de vue. En fait, on ne sait pas très bien ce que c'est que la conscience, on ne sait pas très bien l'expliquer. De la même façon, on ne sait pas expliquer l'intelligence, même si c'est plus simple. On ne sait pas non plus expliquer ce que c'est le ressenti ou ce genre de choses. Donc, ces machines simulent. Elles simulent que qu'elles ressentent le froid, par exemple. Mais est-ce qu'il y a une très grosse différence entre la machine simulant qu'elle ressent le froid et vous disant je ressens le froid? J'en sais rien, je ne sais pas. Une machine a plein de stimuli et puis elle réfléchit suivant les règles qu'on lui a données, suivant son expérience, suivant sa mémoire. Est-ce que c'est très différent d'un humain? Pour moi, pas tant que ça. Mais encore une fois, on ne sait pas trop. Rien ne nous empêche de penser que c'est fondamentalement différent. Moi, je pense que finalement, c'est un peu la même chose. Et surtout, je pense que ce qui est intéressant, c'est moins de répondre à ces questions-là que de se projeter sur les questions que ça nous pose. C'est-à-dire que quand on regarde une machine et qu'on se dit « est-ce qu'elle est intelligente ?» d'une certaine façon, on se pose la question « qu'est-ce que ça veut dire notre intelligence? Qu'est-ce que ça veut dire notre conscience? Qu'est-ce que ça veut dire nos sentiments, notre empathie ?» Ça pose ces questions de façon fondamentale et des fois, les réponses sont un peu troublantes. Quand on voit ChatGPT, je finirai là-dessus, quand on voit ChatGPT aujourd'hui avec la qualité de texte, on se dit, mais peut-être que nous, quand on parle, peut-être que nous, quand on écrit, on ne réfléchit pas tant que ça, on dit n'importe quoi, on imite ce qu'on a entendu. Ouais. Et du coup, on peut se dire, oui, on peut se remettre soi-même en question par rapport à la machine et à la manière dont la machine interagit. Encore une fois, je vous le redis, moi je n'ai fait que la lire la pièce pour le moment, donc j'ai pas vu la mise en scène, mais je trouve que c'est très drôle et donc j'invite nos auditrices et nos auditeurs à aller voir cette pièce de boulevard moderne pour le coup avec un sujet moderne, mais qui est très drôle, qui nous fait suivre une enquête policière sur plusieurs actes. C'est fini, voilà, on est arrivé au bout de l'émission. Merci beaucoup pour ce partage de cette pièce de théâtre. Encore une fois, elle va bientôt revenir sur Paris, donc on va guetter le retour de la pièce sur Paris. Et on peut la lire, elle est éditée aussi. Ah oui, voilà, on pourra aussi trouver le texte sur le site d'Atropos aussi également? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Du coup, c'était Parlez-moi d'IA. À la découverte de la pièce de théâtre qui a hacké Garoudia. Courez-y, donc ça arrive bientôt sur Paris et c'est déjà dans toute la France dans les prochains mois. Merci pour ce partage, de nous avoir fait découvrir cette pièce originale et de nous avoir questionné sur les rapports à l'IA et aux bots. Merci beaucoup Lisa Bretzner et Sarah Bitbull. Et puis bonne route à cette pièce sur l'IA. Merci beaucoup. Merci à vous.